Bonsoir à tous, bienvenue sous le chapiteau El Grito. Bonsoir Juliette, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir, bienvenue au festival Up. Parmi les compagnies qui présentent une création, nous allons accueillir les Argonautes. Alors on les connaît, les Argonautes. Ah oui. C'est un duo composé de Benji Bernard et de Étienne Borel qui va nous rejoindre dans quelques secondes. C'est un duo qui est né à Bruxelles dans les années 90, en 1993. Ça fait déjà plus de 20 ans. On leur doit des spectacles comme La Toison d'Orgue, comme Zouf, La Fleur Vide. Et aujourd'hui, pour Up, pour le festival qui dure, je vous le rappelle, jusqu'au 30 mars dans plein d'endroits, ils créent un solo doué. Un solo pour deux que l'on peut voir, que l'on pourra voir le 28 mars prochain au Centre culturel Jacques Franck. Étienne Borel, bienvenue. Je le disais, les Argonautes, c'est déjà toute une histoire. Ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans. Ça fait 20 ans, c'est la 21e année. Ouais. Comment est née cette compagnie ? Dans une cafétéria autour de bols en plastique avec un mauvais café. D'accord. Voilà. Et quoi, vous avez commencé à faire voler les bols On a commencé à apprendre à faire du café. C'est mieux. Et puis, on a fait un premier spectacle sans trop se poser de questions, soyons honnêtes. Et puis un deuxième en commençant à se poser des questions. Et puis après, on a arrêté de se reposer des questions. Mais au fur et à mesure, on a survécu et on est encore là. En 20 ans, comment est-ce que, à vos yeux, le milieu circassien a évolué en Belgique ? Parce que là, vous l'avez vu, pour le coup, évoluer. La réponse en 2 minutes ou... Oui. Oui, non, il y a eu pas mal de changements, mais de plein de points de vue. Structurellement, il y a des compagnies plus petites qui émergent plus facilement parce que les conditions économiques sont plus dures. Il y a plus de mélange, évidemment. Il y a plus de chorégraphes et de metteurs en scène qui interviennent directement dans les compagnies. Ça devient de plus en plus difficile de dire c'est du cirque, stricto sensu, parce que les mélanges sont de plus en plus larges. Mais ça, c'est plutôt bien, parce qu'à tel point qu'on dit maintenant que le cirque, c'est un art qui est presque à l'avant-garde. Est-ce qu'on peut parler même de révolution du cirque, vous pensez, aujourd'hui ? En tant que tel, oui. Plus que de révolution faite, pour moi, c'est plus un médium, un art qui est en train de se remettre en question, qui est en train de se chambouler. Je ne pense pas que les réponses soient déjà là. Mais Se chambouler à quel point de vue ? Au point de vue de la forme ou du fond ? Parce qu'aujourd'hui, on le dit, un spectacle de cirque qui dure 50 minutes, 60 minutes, c'est pas uniquement du cirque, c'est aussi un message, c'est aussi des histoires qui se racontent. Oui, je pense que l'éclatement de la forme a déjà bien commencé. Et que maintenant, dans cet éclatement-là, de plus en plus de gens commencent à se dire, en fait, quel fond on pourrait mettre aussi ? Est-ce qu'on peut utiliser ça aussi pour mettre un fond, alors que pendant très longtemps, c'est resté le cirque, c'est pour se divertir, c'est pour bien s'amuser, voilà. Ouais, on va découvrir quelques images de ce duo, de ce spectacle que vous présentez dans le cadre du festival Up. Ce sera le 28 mars au Centre culturel Jacques Franck. Ce soir, ça a l'air d'aller, non ? Ça a l'air tellement facile, en plus. Oui, ça Si, c'est ça a l'air, vous qui le dites. c'est vrai que ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mais quel travail, quel boulot. On vous a vu hier en train de vous échauffer et de répéter avec cette faux qui fait partie du spectacle. Parlez-nous un petit peu de ce travail, parce que voilà un partenaire assez étonnant, assez inhabituel, une faux. Parce que c'est chargé de symboles aussi, la faux. Oui, une grosse partie du travail pour moi, ça a été de trouver comment être avec ce symbole, mais pas le laisser uniquement seul là. J'ai pas envie d'en faire un travail morbide. Donc là, évidemment, ce que ça représente est là dans le spectacle à un moment donné, mais c'est pas le thème, ça ne prend pas toute la place. Mais c'est un objet très intéressant parce qu'il est courbe dans tous les sens en fait. Toutes les dimensions de l'objet sont courbes, donc il est jamais là où on l'attend. Puis c'est un objet dangereux quand même aussi. Est-ce que la dangerosité continue à faire partie du cirque quelque part ? Est-ce qu'il faut un moment où il y a le frisson parce qu'on se dit oula, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il faut que ça puisse tomber.
que ce soit un corps ou un objet, mais le cirque, c'est jouer avec la gravité. Si on refuse qu'il y ait de la gravité dans les deux sens, même dans les deux sens du terme, j'allais le dire, c'est difficile de parler de cirque. Pour moi, ça reste un des critères. Le cirque devient très très multiforme, mais ça reste un des critères pour me dire ah oui, c'est du cirque. Alors le duo que vous formez avec Benji, les Argonautes, et ce spectacle-là en particulier, est-ce que c'est aussi une réflexion sur la solidarité, sur finalement tout seul on n'est rien ou pas grand-chose, même si parfois, malgré la bonne synchronisation, c'est difficile d'être à deux? Oui, on a essayé que le spectacle soit lisible à plein de niveaux différents. Et effectivement, ça c'en est un, sur le fait que sans lien, on ne peut pas vivre. Il y a un autre niveau pour nous qui a été très fécond dans la recherche, c'est même tout seul, on est déjà brisé, on est déjà séparé, on a l'habitude de se dire voilà, je suis le même tous les jours, tout va bien, mais c'est une habitude. Si on gratte un peu, on est beaucoup plus perdu que ça. Peut-être un dernier mot aussi, parce qu'on a parlé en début d'entretien de l'évolution de ce monde circassien, et au niveau de la reconnaissance. Parce que s'il y a un public aujourd'hui qui reconnaît le travail des compagnies circassiennes, est-ce que la reconnaissance, je dirais, publique dans le sens État, dans le sens subvention, est-ce que c'est et dans le sens statut évidemment, est-ce que ça évolue aussi? Et je vous donne pas beaucoup de temps pour répondre, très délicate. Mais c'est vrai que ça a du mal à suivre. Ça dépend des pays. D'abord, la situation est très différente d'un pays à l'autre. Au niveau des artistes, on est il y a vraiment plus de frontières. On est tous dans plein de nationalités, de pays différents. Au niveau de la reconnaissance, au niveau des États, en Belgique, l'enveloppe cirque est encore relativement restreinte. Alors que la Belgique est un... Elle existe, oui. Ce qui a été un premier pas. Qui a été un premier pas, oui, tout à fait. Dans les autres pays, par exemple, je sais pas, en France. En France, ce qu'il y a surtout qui est différent. Enfin, je suis pas forcément un expert de la chose, mais il y a beaucoup plus de possibilités diverses. En Belgique, pour avoir une aide à la création en tant que compagnie de cirque, il n'y a qu'une seule solution. Mais pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est des forains, c'est des artistes de rue. C'est pour ça, vous pensez? Je pense qu'effectivement, c'est venu plus tard. Simplement, ça a été reconnu comme art de spectacle beaucoup plus tard. Ça dépendait du ministère de l'Agriculture, le cirque à la base, à cause des animaux. Donc, les Argonautes, Solodoué, c'est à voir en tout cas dans le cadre de ce festival Up qui nous tient en tout cas occupé jusqu'à la fin de la semaine ici. Place Victoria, Parc Victoria à Kuckelberg dans le chapiteau El Grito. Vous pourrez voir au Centre culturel Jacques Franck, Benji et Étienne dans ce solo doué des Argonautes. On va parler de cinéma puisque nous sommes mercredi et nous allons parler du dernier film. Alors généralement on dit dernier en date, mais là c'est le dernier d'Alain Resnais qui nous a quittés il y a quelques jours, quelques semaines. Ça s'appelle Aimer, boire et chanter. Et curieusement, ça ressemble assez dans sa forme et dans le contenu presque au précédent film d'Alain Resnais qui s'appelait Vous n'avez encore rien vu, qui était un film qui jouait beaucoup avec le théâtre filmé, un petit peu comme ce dernier film, Aimer, boire et chanter. Alain Resnais est un cinéaste français que beaucoup connaissent grâce à ses derniers films, enfin à ses comédies populaires. Je pense surtout à Smoking No Smoking, ou bien on connaît la chanson où il avait travaillé avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Mais c'est un réalisateur qui a aussi une filmographie grave. Il est issu au départ du documentaire et il avait réalisé ce magnifique film sur la Shoah qui s'appelle Nuit et brouillard. Il avait aussi réalisé Hiroshima, mon amour, mon oncle d'Amérique. Enfin, c'est un grand réalisateur classique, mais qui aimait jouer avec les formes même du cinéma. Alors ici, il adapte un auteur de théâtre britannique qui s'appelle Alan Ayckbourn et qui était aussi l'auteur de la pièce Smoking No Smoking. Ça raconte l'histoire de trois couples normaux. Et ces trois couples vont être remis en question par la maladie d'un ami commun qui s'appelle Georges et qu'on ne voit jamais dans le film, mais qui semble en tout cas avoir été l'amant ou être peut-être toujours l'amant des trois femmes en question. Alors, que vont-elles faire? Comment est-ce que ces couples vont réagir face à ce Georges un peu mythique? Et la réponse en images. Voilà, on a une bande-annonce, il faut le dire aussi, ce film, c'est aussi la troupe d'Alain Resnais. Il y a évidemment Sabine Azéma, évidemment André Dussolier, et puis des petits nouveaux comme Sandrine Kiberlin. On regarde les images. À Georges. À Georges. Bonsoir. T'étais où? Je suis passée chez Georges. Je te l'avais dit. T'étais où? Je suis passée chez Georges. Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce Georges, c'est ça? C'est vrai, je t'ai suivi, oui. Tu voulais voir si Georges et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins?
Mais quoi? Mais pas du tout, c'est juste... Quoi? C'est quoi? Mais c'est rien, je te dis, rien! Oh non, c'est pas le moment. Je m'en fous complètement, mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable à cette pute? Qu'au moins je puisse dormir. Je le lui ai donné. J'ai l'intention d'aller passer quelques jours à Tenerife. Ah, c'est sympa. Vous partez tous les deux? Non. Qui t'a invité? Georges. Georges et Catherine? Ouais. Et pas toi? Non. Et tu sais qu'il a aussi demandé à Catherine? Catherine ne part pas en vacances avec Georges. Non, c'est ce que Monica me Ni disait. non plus avec Monica. Absolument pas. C'est moi qui l'emmène. Comment tu le sais? Mais parce que c'est moi qui pars en vacances avec Georges. Ah d'accord. Ma femme qui se tire aux Canaries avec un autre mec, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Merde, saloperie. Aimer, boire et chanter, c'est notre raison d'exister. Il faut dans la vie un brin de folie. Sexuellement, c'est plutôt le calme plat depuis longtemps. Comme ils disent dans les westerns, ça fait longtemps que les caravanes ne passent plus par ici. Oh. Voilà, ça a l'air assez léger finalement comme thématique. Hein. C'est le mari, la femme, l'amant, ou en tout cas les trois femmes, l'amant et les trois maris. Aimer, boire et chanter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? En tout cas, je pense que quand on voit ce film, on peut pas, vu qu'Alain Resnais nous a quittés, on peut pas s'empêcher de lui trouver, malgré sa légèreté, malgré sa joyeuseté, un côté testamentaire finalement. Parce que Alain Resnais, même si il aimait bien parler d'amour, effectivement, des gens qui se trompent et tout, derrière, il y avait toujours quand même des vraies questions. Puis c'est aussi un film qui parle de la mort, légèrement, par moments. Il y a une taupe d'ailleurs dans le film qui symbolise peut-être Alain Resnais, je ne sais pas, ouais, qui apparaît et qui disparaît de temps en temps. En tous les cas, c'est un cinéaste qui jusqu'au bout s'est amusé à jouer avec les formes du cinéma, avec la forme même du langage cinéma. Le vocabulaire. Le vocabulaire, puisqu'ici c'est quasiment que du théâtre filmé, c'est-à-dire que les personnages sont aussi des comédiens. Et puis ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est qu'il y a même presque des inserts BD dans le film, c'est-à-dire que tout d'un coup, un personnage s'adresse face à la caméra et puis on rentre presque dans ses pensées inconscientes. Un dernier mot juste pour dire que je crois que c'était avant tout un cinéma élégant et que Alain Resnais, voilà, son élégance va nous manquer. Voilà, donc ça s'appelle Aimer, boire et chanter. Ça sort aujourd'hui avec ce coup de chapeau à Alain Resnais et puis tous les comédiens évidemment que l'on retrouve au générique de son film et des précédents qu'il faut revoir bien évidemment. Merci beaucoup Étienne d'avoir été des nôtres. On va continuer à parler de ce festival. Après les Argonautes, on va vous présenter le cirque In Extremis. Alors c'est une compagnie qui a une longue histoire aussi derrière elle, une histoire faite de rencontres, d'amitié entre plusieurs compagnies, spécialistes des arts aériens et acrobatiques. On leur doit pas mal de spectacles. Il y a eu Extrémité. La troupe présente aujourd'hui une nouvelle création intitulée Extension pour 3 artistes et un tractopelle. Alors c'est Yann Ecauvre qui nous rejoint avec Dominique qui lui n'est pas dans le cirque, qui nous parlera d'autre chose j'ai refusé, tout à on m'a l'heure. demandé, mais... Alors Yann, bienvenue sur ce plateau. Parlez-nous un petit peu d'abord de ce cirque In Extremis. C'est quoi? Mais le cirque In Extremis, c'est plein de spectacles, 3 et bientôt un 4e. Donc c'est les 2 du milieu, la version 2 et 3 que nous jouons ici dans la semaine. Voilà. Qui ont quand même, il vaut mieux les voir dans l'ordre, je dirais. Et puis voilà, c'est un cirque dont on vient de France. On défend aussi une logique qui est de l'autoproduction totale. Parce qu'on a la chance d'être dans un pays rempli de subventions à la création, plus ou moins allouées de façon aléatoire ou pas. C'est-à-dire, plus on connaît les gens qui les donnent, plus on en a. Et vous les connaissez pas, vous? Bah si, en fait, maintenant on les connaît un peu. Et vous recevez de l'argent. Et ben non, en fait, justement, on refuse. Parce que là, le cliquetis des stylos-billes et le déchirure de chèques font une douce mélodie. Mais on se dit que, comme maintenant, justement, que les gens sont prêts à nous en donner, et c'est maintenant où on en a le moins besoin, vu qu'on tourne beaucoup. Du coup, on essaye de défendre que le système de l'intermittence du spectacle fait qu'il y a l'exception culturelle française réelle, que c'est une subvention quelque part aveugle, même si ça l'est pas. Je vais encore me faire tirer dessus par les syndicats, mais parce que c'est un système de chômage, mais dans la réalité des faits, c'est quand même ça. C'est grâce à ça qu'on peut faire des spectacles et qu'on peut donner son temps et à ça. Et pour moi, ça doit rester à ça. Et du coup, le pire, c'est que quand on a des subventions, surtout à l'aide à la création, ça fait que du coup, on est payé pendant les résidences et les créations. Du coup, on n'a plus besoin de vraiment tourner les spectacles
Parce qu'au pire, on refait une création qui permettra de garder le statut. Et ce qui est arrivé dans la danse contemporaine, le théâtre, et maintenant c'est un peu bouché. Et du coup, Donc du coup, vous êtes un petit peu en marge de ce système. Dominique. Oui, alors vous avez dit beaucoup de dates, et aussi quand même on est au festival Up, donc on sait que c'est un festival qui a envie de mettre en lumière des compagnies cirquestres qui font autre chose au départ des arts du cirque. Alors vous, pour le coup, il y a en plus des messages quand même, parce qu'on parle des relations entre les gens, des tensions, ça se sent très fort, de la personne handicapée, parce qu'il y a une personne en chaise roulante. C'est aussi l'objectif de la compagnie de s'intéresser à des grandes questions d'aujourd'hui. Oui, l'handicap, forcément, on a quelqu'un qui est tétraplégique dans le spectacle, tétraplégique de luxe, parce qu'il a un peu les mains. Et du coup, forcément, on parle de l'handicap. Et moi, beaucoup de ce que j'ai vu qui parlait de ce sujet accentuait souvent sur un côté un peu pathétique de l'handicap. Et nous, on voulait dire que les gens handicapés, c'est plutôt des gens normaux, sauf que comme ils sont plus faibles, on peut plus facilement abuser d'eux et être méchant. Parce qu'ils peuvent moins se défendre. Et en fait, non, ils peuvent être tout aussi méchants et ils peuvent des fois trouver des moyens de vraiment se défendre. Et du coup, dans le premier spectacle, c'est un rapport de force qui est changé. Il reprend le pouvoir, on le reprend, il reprend le pouvoir. Et dans le deuxième, du coup, on est encore plus méchant. Et là, il revient avec la mini-pelle. Et là, on reprend Alors, plus rien. on va voir quelques images quand même. Donc, le spectacle s'appelle Extension. Comme je l'ai présenté de manière un peu rapide, c'est un spectacle pour trio et tractopelle. Voici quelques images. Le spectacle a été créé, en tout cas en Belgique, au théâtre Varia, le spectacle Extension. Et on se dit, mais on peut faire du cirque avec tout. Oui, exactement. Aujourd'hui. Il y a une phrase que j'entends depuis très souvent qui dit tout a été fait dans beaucoup de domaines. Non. Et moi je dis non, au contraire. Non, mais là, vous y allez fort quand même. Oui, on fait ce qu'on peut pour s'amuser en même temps. Mais oui, après. Le premier spectacle était déjà assez... il fallait quand même une bonne surenchère. Et puis voilà, ça s'est écoulé de source. Et travaillant avec Rémi, quand j'ai loué la mini-pelle et qu'il est rentré dedans, il est resté 8 heures non-stop. Ouais. Et à la fin, il m'a dit si j'arrête le cirque, je serai conducteur de mini-pelle. C'est aussi une manière de transformer le quotidien, non ? Oui, on aurait pu très vite aller vers la rue avec ce spectacle pour justement les contraintes techniques. Et au final, moi, je voulais absolument qu'on aille sur scène dans les théâtres aussi, mais on mange un peu à tous les râteliers, chapiteaux et tout, mais pour justement que les gens se disent mais non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On peut pas avoir. Puis après, c'est une mini-pelle vraiment spéciale. Elle se branche en triphasé. Du coup, au bout d'un moment, elle passe en électrique. Donc du coup, il n'y a pas les effets négatifs du CO2. Voilà, c'est un spectacle durable dans tous les sens du terme. Yann Ecauvre, avec donc son trio, le trio qu'il nous a présenté donc ce soir. Vous allez sur le site de 50 degrés Nord, qui vous permettra d'avoir les liens utiles pour le festival, mais aussi pour la troupe de Yann. Et puis, tant que j'en suis à parler de troupe et d'artistes, vous avez remarqué que depuis le début de cette émission, comme tous les soirs d'ailleurs ici au chapiteau, il y a des artistes qui se produisent ou qui s'échauffent. Là, ce soir, il y a le trio Baleine qui est juste derrière nous. C'est pas un tractopelle, c'est un vélo. Et puis, il y a Nadège et Enrico aussi, que vous découvrirez tout au long de cette émission. Bande dessinée à présent, avec Jean-Marie et l'adaptation d'un classique de la littérature. Classique du roman donc, de Joseph Conrad, adaptation en bande dessinée qui est signée par Michael et Godard. Voilà, et c'est effectivement un classique de la littérature. Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ne l'ont pas lu non plus, mais par contre, même ceux qui ne l'ont pas lu, généralement, ils connaissent
l'adaptation d'Au cœur des ténèbres, Apocalypse Now. Ouais. Alors Apocalypse Now, ça se passe au Vietnam. En fait, le bouquin de Conrad, lui, c'était pas au Vietnam, c'est en Afrique que ça se déroule. Et pour le reste, ça ressemble assez effectivement à la trame d'Apocalypse Now, c'est-à-dire quelqu'un qui va partir dans un pays étranger, un pays recherche dont il rêve. Ouais. Il va partir pour remplacer quelqu'un, et puis là, on va lui parler d'un type mystérieux qui est apparemment le gars qui fait fantasmer tout le monde, qui s'appelle Kurtz. Alors dans Apocalypse Now, c'était le colonel Kurtz. Oui, joué par Marlon Brando. Ici, c'est simplement Kurtz. Et Kurtz, c'est un monsieur, un colonial, comme plein d'autres à l'époque. C'est celui qui ramène le plus d'ivoire, etc. Donc c'est vraiment lui qui ramène le plus d'argent à tous les coloniaux qui vivent là-bas. Sauf qu'à un moment, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il semble qu'il ait disparu. Et donc le héros du bouquin va remonter le fleuve, il va essayer de retrouver le fameux Kurtz qui a évidemment un tout petit peu disjoncté. Pourquoi est-ce que ce roman fascine à ce point ? Parce que c'est une histoire d'initiation, et ça fascine toujours. Parce que aussi, il y a le côté road movie avant le road movie, même s'il n'y a pas de road du tout ici, c'est un fleuve movie. Donc on va avoir cette remontée du fleuve très lente, avec tout le temps, on s'arrête, rien ne se passe comme prévu. Il y a un bateau qui doit partir, puisque le type, le héros, c'est lui qui pilote le bateau. Sauf que quand il arrive, le bateau, il n'est pas là. Il doit refaire 300 km à pied dans l'autre sens, en pleine jungle, etc. C'est pas cool. Voilà, c'est moyennement sympa. Mais en même temps, Jean-Marie, ce qu'il y a aussi, c'est que le roman, il a été écrit au tout début du XXe siècle. Oui, donc on était encore dans une Afrique complètement fantasmée pour la plupart des gens qui ont lu le roman. Bien sûr. Ceci dit, très honnêtement, aujourd'hui, je pense que le même genre d'aventure pourrait peut-être encore arriver. Parce que quand on se retrouve en plein cœur de certains pays qui sont quand même très très durs, on n'a pas des routes partout comme ça pour se promener. Si on est planté au milieu de la jungle, on est planté au milieu de la jungle. Et il faut revenir à pied, etc. On peut faire des rencontres un peu étranges. Et puis on sait que c'est des pays aussi où vont partir des gens, des aventuriers qui parfois ont de drôles d'idées dans la tête. Et ici, ce fameux Kurtz, il est devenu à un moment une sorte de héros de la jungle, mais avec tout ce que ça comporte de positif et puis de négatif aussi. Et puis il y a un peu l'Afrique avec l'ivoire. assez horrible dans tout ce qu'il va découvrir là-bas. C'est une bande dessinée donc, qui est signée Stéphane Miquel et Loïc Godard, adaptée donc de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. C'est dans la collection Noctambule. Merci Jean-Marie. Voilà, et c'est tout gris et brun. Gris et un peu sépia. Voilà, un peu sépia, on est dans les souvenirs comme ça tout le temps, du début à la fin. Voilà, on n'a pas les cadeaux comme il veut les cadeaux. Il va tendre le tractopelle pour... un tractopelle contre un... Allez, tout de suite, voici Rémi Gaillard, qui est la plus belle rencontre pour cette semaine de Jean-Louis Leclerc. Dis, à force de faire toutes tes conneries, je peux te poser une question un peu intime? Vas-y. Est-ce que tes parents savent ce que tu fais? Putain, mais alors, j'adore la télé belge. Hein. Ils sont tous comme toi, la télé belge ou pas? Je te pose une question, je voudrais les réponses. Mes parents... je veux dire, moi, tu serais mon fils, je veux dire, t'en ramasses une. Hein. Mais c'était dur au début, c'était sûr que pour ma mère c'était dur au début. Parce que moi j'étais sponsorisé par les ACDIC, par le RMI en France et tout pour faire mes conneries, tu vois. Bah oui. Et il y a bien un jour où j'ai commencé. Oui. Donc il a bien fallu que j'explique à ma mère ce que je faisais, donc je lui ai montré. Bon ça l'a pas fait rire. C'est ça que tu veux faire de ta vie mon fils? Donc oui, c'était dur au début, maintenant ça va un petit peu mieux parce que je m'en sors et que c'est rigolo, mais au début, même si c'était rigolo, en tout cas ça l'amusait moins. Je voulais aussi te demander, quand tu élabores tes gags, est-ce que tu imagines déjà les réactions? Non, jamais. Je n'imagine jamais les réactions, je les fantasme. Il y a ce que j'aimerais et ce que j'ai. Et souvent, c'est là où j'en fais plusieurs fois les séquences, jusqu'à ce que la réaction fantasmée arrive. Alors des fois, ça arrive. Des fois, c'est encore plus fort que ce que j'imaginais. Je me souviens quand je suis déguisé en joueur de hockey, que je me tape contre une vitre, que je fais ce qu'on appelle un placard, qu'il y a deux Jamaïcains qui se font la gueule, mais ça, je ne l'ai jamais imaginé. Et c'est eux qui font le sketch. Eh bien là, j'allais te dire, c'est un des seuls sketchs que j'ai vu où justement les gens rient avec toi. Parce que les gens qui rigolent apportent le fou rire. Oui. Voilà. Ça, c'était magnifique.
il y a quelques jours, c'était la journée des compliments. Oui. Est-ce que tu pourrais en faire un comme ça, par exemple pour ta maman? Je l'aime. Ça, c'est un compliment. Oui. Mais surtout que j'ai toujours eu un rapport particulier avec ma maman. J'ai toujours été difficile. Donc là, je peux le dire, j'aime ma maman. Ouais. Sans elle, ça n'aurait pas été possible. Ah, tu étais un enfant difficile? Je pense. Ou pas. Quand je vois la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir été un enfant facile. Mais peut-être qu'à l'époque, j'étais un enfant difficile. Voilà, Rémi Gaillard qui a quand même fait ce sketch chef-d'œuvre d'avoir imaginé une fausse arrivée de Tour de France pour un pauvre gars qui faisait une petite randonnée en montagne tout seul et qui s'est fait comme ça accueillir par une foule incroyable. Ça, c'est Rémi Gaillard. Alors, le film, évidemment, s'appelle N'importe qui. C'est autre chose que ces sketchs télévisés. Quoique, ça reste quand même Rémi Gaillard. Le film est sorti déjà il y a quelques jours. Nous allons encore parler de bande dessinée avec notre invité suivant. C'est De Rib. De Rib, on le connaît. C'est un auteur de bande dessinée suisse. On lui doit plusieurs séries, dont la célèbre Buddy Longway qui s'est arrêté puisqu'il a fait mourir son personnage principal, Red Road également, ou encore Yakari. On va en parler d'Yakari. Il a aussi signé quelques one-shots restés célèbres. Il y a eu Joe en 1990 qui a ensuite été réédité. Il y a No Limits ou encore Dérapage, alors que le Centre belge de la bande dessinée se penche avec une exposition sur la bande dessinée suisse. Le 38e album de Yakari vient de sortir. Bonsoir De Rib. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 18 mai. Et puis le 38e tome quand même de Yakari vient de sortir, toujours avec votre comparse Job, qui imagine les histoires de ce petit personnage qui existe depuis combien de temps? Il a quel âge, Yakari? Écoutez, il a officiellement 50 ans puisqu'il est né dans les studios de Peyo quand je trouve il y a 50 ans. Mais il faut le rappeler, il n'a pas un cheveu blanc. Il a que pas vous un avez cheveu travaillé blanc. pour Peyo, pour le journal de Spirou, bref, dans la grande aventure de la BD belge. Exactement. Et donc, il n'existe en bande dessinée que depuis quelques années après, quand j'ai rencontré Job. Et nous avons créé un personnage qui s'appelait Pythagore. Et entre deux albums de Pythagore, Yakari est né en bande dessinée. Pythagore, j'adorerais Pythagore. C'était ce chien Sherlock Holmes, un peu. Oui, c'était un hibou. Un hibou, c'est juste. Alors, mais il y avait c'est Attila le chien. Attila, je mélange. C'est une grande ménagerie ici. C'est une grande ménagerie. Alors, tiens, pour parler d'animaux, justement, La tueuse des mers, ça raconte l'histoire d'une forme de voyage que Yakari va faire pour découvrir un pays qu'il ne connaît pas et pour dialoguer aussi comme il le fait d'habitude avec les animaux. Et là, il arrive dans une région qui est un petit peu menacée par une orque très méchante. Et donc, du fait qu'il a le privilège de parler avec les animaux, les choses vont s'arranger à un moment donné. Mais il y aura quand même quelques péripéties avec cette orque qui est assez agressive. Et puis, ça permet aussi à Yakari de découvrir une autre peuplade d'Indiens qui font des totems, alors que les Indiens des plaines n'ont pas de totem. Donc, il découvre un univers qu'il ne connaît pas. Mais comme il est avec Petit Tonnerre et avec sa copine Arc-en-Ciel, c'est plus facile d'être à plusieurs pour découvrir un nouveau monde. Qu'est-ce que cette série permet finalement aussi de raconter au jeune public? Parce qu'il y a aussi à un moment donné, pas des messages, mais certaines valeurs que vous développez, un rapport à la nature par exemple, qui est très important depuis le début de la série d'ailleurs. Disons qu'Yakari est basé là-dessus, c'est le respect de la terre-mère, comme pour les Indiens des plaines ou les Indiens en général. Et donc pour les enfants, c'est évident de redécouvrir des animaux avec le respect de leur habitat, de leurs mœurs, etc. C'est toujours intéressant vis-à-vis d'eux. Ça leur fait une petite présentation de la nature et des animaux. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant avec Yakari, c'est que ça passe de génération en génération et que je connais beaucoup de pères de famille ou de mères de famille qui ont dû lire les albums de Yakari à leurs enfants et qui, quelques dizaines d'années après, c'est les enfants qui viennent me dire « j'ai des enfants, je le fais lire Yakari ». Est-ce que les enfants qui lisent Yakari aujourd'hui ont le même âge que ceux qui lisaient Yakari il y a 20 ou 30 ans? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus petits aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de nouveaux médias. Tout bouge beaucoup. En fait, le public de base, c'est entre 4 ans et 7-8 ans. Ça, c'est la cible. Mais du coup, Yakari, avec Buddy Longway, à un moment, vous avez pu dire, il
il va mourir et c'est terminé. Yakari, c'est un enfant, on ne peut pas le faire mourir comme ça en BD, donc vous êtes condamné. Suit le principe de Tintin ou d'Astérix ou de Lucky Luke, où ils ont la chance de ne pas vieillir. J'aurais dû opter, moi, pour le même système. Ça aurait été pas mal. Et alors, Yakari, c'est aussi un tas de choses comme ce qu'Éric a dans les mains, les dessins animés et tout. D'ailleurs, en Allemagne, ça fait un tabac extraordinaire. Ça marche très très fort. Les dessins animés sont numéro 1 pour les enfants, la cible dont je viens de citer. Il y a une comédie musicale qui tourne et il y a des produits dérivés à n'en plus finir qui nous font vivre aujourd'hui. C'est une affaire qui marche. Voici un extrait de Yakari version film d'animation. Je m'appelle Yakari. Tu n'as rien à craindre de moi. Nous allions justement repartir et... Non, oreille tombante. Ce n'est pas le moment de jouer. Oh, j'ai horreur des chiens. Oh, mais quel maladroit. Vous allez le regretter. Attrape-moi alors. Non, pas par là. Pas par là, j'ai dit. Tu n'as pas le droit. Ce rocher est sous ma protection. Voilà un extrait donc de Yakari en dessin animé. Ça, c'est un extrait du Rocher Mystérieux. Les DVD sortent régulièrement. Alors, il y a aussi cette exposition sur la bande dessinée suisse. On en a déjà parlé avec Jérôme Collin dans ses émissions de cette exposition donc, au Centre belge de la bande dessinée. Est-ce qu'il y a une bande dessinée suisse ? Non, il y a de plus en plus de Suisses qui font de la bande dessinée, mais de là à dire qu'il y a une bande dessinée suisse, je ne pense pas. Disons que moi, je crois que, par exemple, Cosé ou Zep et moi, nous sommes issus d'une bande dessinée qui a ses origines en Belgique. Oui. C'est un peu comme pour le chocolat, quoi. Oui. Vous avez copié. Non, mais c'est vrai que vous êtes né, on l'a dit, dans des journaux de bande dessinée franco-belge. Vous avez fait vos débuts avec des gens... Je préfère belgo-française, moi, personnellement. Ou belgo-française. Vous avez fait vos débuts avec des stars comme Peyo. Ouais. Vous venez de là. Moi, donc, du coup, on se dit, mais ouais. est-ce qu'il y a une BD suisse comme aujourd'hui? Il peut y avoir une BD française, une BD belge. Est-ce que ça vaut encore? Est-ce que ces étiquettes-là veulent encore dire quelque chose? Non, moi je pense qu'il y a de la bonne bande dessinée et qu'elle soit belge, française ou suisse, le but c'est d'en faire une bonne bande dessinée. Je n'ai jamais imaginé de faire de la bande dessinée suisse. J'ai fait des bandes dessinées qui se passent en Suisse, notamment il y en a une sur les vaches du Val d'Airain, là j'en fais une sur les chevaux du Jura. Elle est suisse parce que ça se passe en Suisse, mais les bases sont des bases qui m'ont été inculquées par des gens comme J.G. Franquin Peyo, et je suis plus que fidèle à cette perception des choses. À cette école-là. Oui, ils m'ont apporté quelque chose quand j'étais enfant, et moi mon but c'est d'essayer de maintenir cet impact-là. Et je dois dire que je suis ravi quand je viens en Belgique parce que j'ai l'impression d'être dans mon pays d'accueil. Et puis pour parler d'autre chose, c'est vrai que depuis que le chocolat belge, en tout cas une grande marque de chocolat belge, est devenue suisse, voilà, les étiquettes maintenant ça se mélange. Alors on va parler avec vous, Dominique, d'une exposition qui se tient jusqu'au 18 mai. Exactement. To the Point, c'est à l'espace culturel ING à Bruxelles. Et là, ça parle pas du tout de la bande dessinée suisse, c'est autre chose. Pas du tout de bande dessinée suisse, ça parle de portraits néo-impressionnistes. Alors le néo-impressionnisme ou le pointillisme, il faut peut-être rappeler ce que c'est avant de parler de l'expo. En fait, c'est un courant pictural qui naît à la fin du 19e siècle. Et c'est finalement cet art de peindre qui consiste à poser des petites touches de couleurs successives sur une toile pour arriver à en réaliser un tableau et, d'après les protagonistes du mouvement, à lui donner plus de lumière, plus de profondeur. Alors, celui qui a initié le mouvement, c'est Georges Seurat, en France. Continuez, je vous écoute. Mais là, je suis quand même ça vous non, mais Eric, ça vous intéresse pas, dites-le. Si, ça m'intéresse. Donc, je vous écoute d'une oreille et de l'autre œil, je regarde. Bon, on en revient à Georges Seurat, donc français, qui, fin du 19e, va s'appuyer sur des découvertes scientifiques, et notamment sur celles qui explique que l'œil humain arrive à décrypter, exactement, à recomposer de la couleur. Les pixels, en fait. Exactement, ça se basait sur le prisme de la couleur. Et donc, Seurat part à fond là-dedans et il réalise un tableau important que je vais citer. Donc, c'est la Grande Jatte, promenade sur l'île de la Grande Jatte, près de Paris.
ce tableau est montré à Paris et il va créer soit un scandale, soit de l'adoration. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les petits Belges avant-gardistes du club de l'association des 20, ces artistes qui étaient toujours à la recherche de nouveautés, vont s'y intéresser, vont faire venir ce tableau à Bruxelles et vont être complètement subjugués par l'art de peindre de Seurat à un point tel que le néo-impressionnisme sera français, mais deviendra aussi très vite belge. Et c'est les deux foyers de ce mouvement. Oui, sur les étiquettes. Voilà. Ouais. Alors, dans l'exposition, on voit évidemment le volet français. On voit aussi le volet belge avec les chefs de file, Theo van Rieselberg, mais aussi Henri van de Velde, parce qu'avant d'être architecte et designer, on l'a vu dans la rétrospective au cinquantenaire, eh bien, il a été peintre, il a été formé aux Beaux-Arts et il a été passionné par ce pointillisme. Ce qui est intéressant quand on compare les deux, et Jean-Marie l'a vu, c'est que du côté français, c'est un peu austère, un peu rigide, limite froid, je veux dire, on peut le dire. Tandis que les petits Belges, eux, vont s'emparer de la technique, mais vont en plus donner beaucoup de psychologie, beaucoup de chaleur à ce qu'ils vont représenter. Attention, ne vous retournez pas, mais il y a une femme sur les mains juste derrière vous. D'accord, je continue, j'essaye. Vous voyez quand même que c'est pas facile. Il y a un beau catalogue, j'ai vu aussi. Il y a un beau catalogue. C'est pas le catalogue, c'est le guide du visiteur. Ouais. Et je l'ai pris avec moi parce qu'il est vraiment bien fait et il repose bien le contexte. Donc dans l'expo, je l'ai dit, cette partie française et belge, une partie très documentée, très historique, où on peut retrouver vraiment tout le berceau de ce mouvement. Alors il y a aussi un artiste contemporain qui a travaillé pour l'exposition, qui a été invité, Paul Hendricks, un néerlandais, qui a réalisé des vidéos s'inspirant du contexte, soit de réalisation des tableaux, soit même des thématiques abordées. Il y a 3 vidéos qui parcourent toute l'exposition. Et puis enfin, vous parliez des pixels tout à l'heure, il y a le labo Pixel qui permet de comprendre à la fin de la visite de l'exposition comment tout ça marche et comment finalement cette juxtaposition de couleurs existe encore aujourd'hui, notamment dans les écrans de télévision et dans les techniques d'imprimerie. Donc ça reste encore totalement d'actualité. Voilà, ça s'appelle donc To the Point, le portrait néo-impressionniste 1886-1904. C'est jusqu'au 18 mai à l'espace culturel ING. Puis l'exposition autour de la bande dessinée suisse, c'est aussi jusqu'au 18 mai, mais c'est au Centre belge de la bande dessinée. Merci beaucoup de Rib d'avoir été des nôtres. Longue vie encore à Yakari et à la bande dessinée suisse. Merci. Merci à vous. On va parler de cinéma pour terminer cette émission avec Tom Hayne. C'est un réalisateur et producteur belge. Alors il a bossé sur pas mal de films en tant que producteur ou assistant de production, sur Kongorama par exemple, ou encore sur La femme de Gilles, très très beau film. Et aujourd'hui sort Welcome Home, qui est son premier long métrage. C'est un film où il reprend certains éléments de court métrage réalisés précédemment. Tom Hayne, bienvenue sur ce plateau. C'est un film donc qui nous raconte l'histoire d'un retour à Bruxelles d'une jeune femme qui revient après 3 mois. Elle a disparu. Son couple devait à un moment donné lui poser problème. Elle a voulu réfléchir. Elle est partie toute seule, laissant son compagnon avec les clés de l'appartement et l'appartement. Elle revient en compagnie d'ailleurs dans le même avion qu'un homme d'une 60aine d'années qui, lui, va faire transit à Bruxelles avant d'aller à Rotterdam. C'est un Iranien. Lui, il revient quelque part aussi parce qu'il a connu Bruxelles par le passé. Et par contre, il ne retrouve plus du tout la maison où il a logé. Je vous raconterai tout en disant que cette jeune femme, et on le sait dès le début du film, va avoir un accident. Elle roule à vélo et puis une voiture qui est remplie de jeunes Européens hype qui vont danser, qui vont faire la fête, vont renverser cette jeune femme qui va donc avoir un destin particulier dans le film. Voici quelques images. Druk. Tiens quoi? Tu me prends vraiment pour une débile? Bien sûr que j'ai fait attention. Ah ja? Zijn er zeker dat je altijd een condoom hebt gebruikt als je mij bedroog? Als je aan het neuken wordt, of aan het pijpen, of als jullie beffen.
Voilà donc le premier long métrage de Tom Haynes, notre invité, Welcome Home. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une histoire aussi de retrouvailles. Et puis c'est l'histoire d'une ville, j'ai l'impression aussi, parce que Bruxelles est un personnage très important dans votre film. Exactement. Vous avez beaucoup raconté, en fait vous n'avez rien raconté en même temps aussi. Ouais. Parce que bon, c'est effectivement une ligne dramatique, mais par le visuel, je raconte naturellement aussi l'arène, comme on dit dans une terminologie de cinéma. L'environnement dans lequel ça se passe, et effectivement c'est Bruxelles qui est un personnage primordial, je crois, parce que la façon dont la ville est constituée, l'histoire de la ville affecte naturellement le drame ou la caractère des personnages qu'on va découvrir dans le film. Ouais, c'est une ville qui a été qui a disparu quelque part dans les yeux d'un des personnages. Puis voilà, le couple, c'est un couple de francophones et néerlandophones. Puis il y a des jeunes Européens qui parlent anglais. Quel regard portez-vous sur cette ville aujourd'hui ? Moi-même, je suis un invité de la ville, en fait, ou un immigrant. Je suis né à Gand, qui est une des villes les plus, comment dire en français, cosy, donc en anglais. Et par contre, je suis venu pour mon école de cinéma ici à Bruxelles et je suis resté coincé. Ça fait déjà 25 ans, donc je suis devenu bruxellois. Et je n'arrive pas à m'en détacher. J'ai une relation d'aine et d'amour, comme beaucoup de Bruxellois, je pense. Et voilà, c'est effectivement... C'est ça aussi que vous vouliez raconter à travers ce film ? Oui, pas directement. Donc effectivement, quand je promène mes personnages dans le quartier européen, ou quand j'amène... Bilal, l'Iranien, à travers les plusieurs couches de la ville, donc de Zaventem au centre, où on voit effectivement années 50, années 30, et puis on arrive au centre et on pense, voilà, ça va être une ville médiévale, mais non, baf, on est dans une ville de béton et de verre et de métal, en fait. Ouais. C'est le quartier européen. Je montre naturellement le quartier européen, je ne vais pas montrer la Grande Place, parce que voilà, tout le monde connaît, mais c'est pour parler effectivement de ce changement qui affecte les gens. Voilà, c'est une ville un peu déshumanisée, mais qui se réhumanise. C'est ce que racontent finalement les relations des personnages qui évoluent dans votre film. Donc c'est un film qui sort cette semaine, premier long métrage donc de notre invité Tom Haynes. Le film s'appelle Welcome Home. Merci beaucoup Tom d'avoir été sur ce plateau. Merci à tous, merci aussi aux artistes qui ont performé pendant cette émission. On se retrouve demain ici sous le même chapiteau pour accueillir Laurent Ancion, Antoine Bunéo, mais aussi Gaspard Leclerc, Geneviève Knops et Marc Legendre. Passez une excellente soirée et à demain. Merci. Différent.